Avant de commencer, imaginez devoir prendre une décision qui changerait non seulement votre vie, mais aussi l'avenir de millions de personnes. C'est ce qui arrive à notre protagoniste, Sophie. Dans un monde où les bons choix peuvent être la clé de la liberté ou de la ruine, elle doit relever des défis qui la pousseront dans ses retranchements. Si vous êtes prêt à suivre ce voyage plein de mystères, de transformations et de choix difficiles, inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et à la fin, partagez vos réflexions sur ce que vous feriez à la place de Sophie. Découvrons ensemble ce qui se passe lorsque le destin est entre vos mains. L'histoire se déroule la veille de Noël, une nuit froide illuminée par les décorations de Noël qui recouvrent les rues de Paris. Sophie, une jeune femme de 28 ans, peine à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle s'apprête à passer un entretien d'embauche crucial, une opportunité unique pour laquelle elle se prépare depuis des mois. Mais alors qu'elle se rend sur le lieu de l'entretien, un événement inattendu se produit. À un coin de rue, elle trouve un garçon d'environ 8 ans, seul et visiblement perdu. Sophie, au grand cœur, décide de l'aider à retrouver sa famille avant de poursuivre son interview. Elle tente d'appeler la police, mais les rues sont désertes et silencieuses, une atmosphère plutôt inhabituelle pour la veille de Noël. En cherchant un indice sur l'identité du garçon, Sophie remarque son calme surprenant. Il ne manifeste aucune détresse, contrairement à ce qu'on attend généralement d'un enfant perdu. Son regard est particulier, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Tandis qu'elle arpente les rues illuminées, les heures s'égrènent et Sophie commence à s'inquiéter du temps qui passe. L'entretien est sur le point de commencer et elle n'en peut plus d'attendre. Le garçon, pourtant, semble prendre son temps, comme s'il savait déjà que tout se déroulerait en son temps. Sophie tente de rappeler l'entreprise où l'entretien était prévu, mais la ligne est occupée. Elle finit par se dire que malgré l'importance de cet entretien, cet enfant avait besoin de plus d'attention. Peut-être était-ce un signe. Alors que Sophie et le garçon arrivent sur une place centrale de Paris, elle aperçoit une limousine garée, d'où descend un homme élégant. Il l'observe et Sophie a l'étrange impression qu'il les épie, elle et le garçon. Avant qu'elle puisse lui demander s'il connaît le garçon, l'homme disparaît rapidement en direction de la limousine. Au bout d'un moment, une femme s'approche, l'air nerveux. Elle se présente comme l'assistante de l'homme mystérieux, expliquant qu'il attendait le garçon et qu'il souhaitait que Sophie l'accompagne au lieu de rendez-vous. Sophie hésite, mais voyant le soulagement du garçon, elle décide que c'est la meilleure chose à faire. En arrivant sur les lieux, Sophie réalise que l'endroit est loin de ce à quoi elle s'attendait. Un immeuble moderne et luxueux, à l'atmosphère exclusive, la met mal à l'aise. On lui demande d'attendre dans le salon pendant qu'un agent de sécurité fait entrer le garçon. Un instant plus tard, l'homme élégant réapparaît et, avec un sourire énigmatique, révèle son identité. Il est Jean-Marc Leclerc, un milliardaire français, bien connu dans le monde des affaires. Il remercie Sophie d'avoir aidé son fils, mais elle comprend aussitôt que le garçon n'était pas un enfant perdu. Il était en réalité le fils du magnate. Jean-Marc, visiblement reconnaissant, s'excuse pour cette situation inhabituelle et engage la conversation avec Sophie, l'interrogeant sur sa vie, ses ambitions et ses difficultés. Tout au long de la conversation, Sophie réalise qu'elle a laissé passer l'occasion de sa vie. L'homme lui propose un emploi dans l'une de ses entreprises, mais elle trouve le prix à payer trop élevé. Elle a perdu la vie dont elle a toujours rêvé à cause d'une bonne action. Cependant, la conversation prend une tournure inattendue lorsqu'il évoque un événement important à venir, auquel Sophie participera. Un grand secret concernant son avenir commence à se dévoiler. L'atmosphère parisienne, en pleine période de Noël, résonne encore dans les rues illuminées et animées, mais Sophie, désormais dans un tout autre environnement, se retrouve plongée dans un monde radicalement différent de celui qu'elle connaissait. L'immeuble où elle se trouve semble appartenir à une réalité parallèle, une réalité dont elle n'aurait jamais imaginé faire partie. Les baies vitrées offrent une vue imprenable sur la ville, mais la froideur des lieux symbolise la distance qui la sépare de tout ce qu'elle a toujours connu. Sophie tente de s'adapter à ce nouveau monde, tout en observant attentivement les personnes qui l'entourent.
Jean-Marc le magnate semble parfaitement à son aise dans ce cadre luxueux, tandis qu'elle, dans son simple pull et son jean, se sent déplacée. La femme qui l'a amenée là, une assistante au regard froid et professionnel, la traite comme un rouage d'une grande machine, sans se soucier de son histoire personnelle. Le contraste est saisissant. D'un côté, la richesse et le pouvoir, de l'autre, la vie ordinaire et incertaine de Sophie. Entre-temps, Jean-Marc dévoile quelques aspects de sa vie. Fils d'immigré, il a grandi dans une banlieue pauvre de France, où il a dû se battre pour chaque opportunité. Ses paroles sont empreintes de fierté et d'une certaine distance émotionnelle, comme si, avec le recul, il avait surmonté les épreuves de sa vie, mais que cela lui avait laissé un besoin de tout contrôler. L'homme d'affaires explique comment il a bâti son empire technologique et comment il est passé d'un simple rêve à la fortune. Mais tout cela est dit sans grand enthousiasme. Au lieu de rechercher la reconnaissance, il semble que Jean-Marc soit en quête de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'a jamais trouvé, et qu'il est sur le point de révéler à Sophie. Sophie, en revanche, ne partage pas ses sentiments. Née et élevée dans un petit village de la campagne française, elle n'a jamais eu le luxe de vivre comme les autres. Sa vie a toujours été marquée par les épreuves, depuis la perte de ses parents dans sa jeunesse. Cela l'a rendue indépendante et résiliente. Lorsqu'elle a décidé de partir pour Paris afin de poursuivre une carrière, elle savait que ce serait difficile. Elle a enchaîné les petits boulots tout en étudiant le marketing, mais rien qui lui garantisse une certaine stabilité. L'entretien d'embauche la veille de Noël était sa grande chance. Cependant, le destin en avait décidé autrement, et Sophie ignorait encore si c'était une bénédiction ou une malédiction. Tandis qu'elle écoutait Jean-Marc, une question commença à germer dans son esprit. Que voulait vraiment le milliardaire d'elle ? Il semblait sincèrement reconnaissant de son aide à son fils, mais il y avait anguille sous roche. Pourquoi s'intéressait-il autant à une femme aussi simple qu'elle? Ou bien cherchait-il à tester ses réactions? Sophie ne pouvait s'empêcher de penser que cet homme dissimulait quelque chose. Le garçon, qui jusque-là semblait n'être qu'un personnage passif, se révèle enfin. Il n'était pas seulement innocent, mais possédait une intelligence précoce, comme s'il savait exactement ce qui se passait. Sophie se demande un instant si le garçon ne manipule pas tout cela, mais Jean-Marc l'interrompt et lui donne un indice sur la suite des événements. Le milliardaire, avec un regard qui laisse deviner un secret imminent, confie à Sophie qu'elle a été choisie pour participer à un projet d'envergure dont elle ignore encore la nature. Il évoque un projet secret, colossal, susceptible de révolutionner le marché et la vie de nombreuses personnes. Le garçon, son fils, serait un élément fondamental de ce projet, et Sophie, d'une manière ou d'une autre, y était désormais mêlée. Apparemment, son destin venait de basculer. Mais malgré cette opportunité unique, Sophie ne peut se défaire de l'impression que quelque chose d'étrange, voire de dangereux, se cache derrière cette invitation. Au fil des jours, Sophie se retrouve de plus en plus plongée dans ce monde de richesse et de secrets. Elle commence à travailler directement avec Jean-Marc sur son nouveau projet. Une innovation technologique qui promet de transformer le marché mondial. Pourtant, à chaque réunion, à chaque tâche, Sophie se sent de plus en plus mal à l'aise. Le milliardaire semble la considérer non seulement comme une partenaire professionnelle, mais aussi comme un rouage essentiel d'un plan plus vaste, un plan qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Le travail est exténuant, avec des exigences démesurées. Sophie, malgré sa grande motivation, commence à douter de ses propres forces. Elle passe des nuits blanches à tenter de comprendre ce qui se passe, tandis que son monde personnel s'écroule. Son ancienne vie parisienne, ses amis, et même le confort de la routine semblent avoir disparu. Elle se sent de plus en plus isolée, ne sachant plus à qui se fier. Même l'assistant de Jean-Marc, d'ordinaire si courtois, commence à se montrer méfiant et réservé. Jean-Marc, en revanche, demeure une figure énigmatique. Attentif et persuasif, il y a pourtant dans son regard quelque chose qui met Sophie mal à l'aise, une froideur qu'elle ne peut ignorer.
Parfois, il l'aborde de façon plus personnelle, lui prodiguant des conseils sur sa carrière, sur la vie. Mais ces gestes, aussi bienveillants soient-ils en apparence, laissent toujours à Sophie l'impression qu'il la teste, comme s'il observait ses réactions plus qu'il ne cherchait réellement à l'aider. La tension monte lorsque Sophie apprend que son ancien emploi, celui qu'elle a perdu pour avoir aidé le garçon, a été pourvu. Elle n'a plus la possibilité de revenir et ses ressources financières commencent à s'épuiser. L'offre de Jean-Marc, aussi tentante soit-elle, semble désormais être son seul espoir de survie. Mais elle ne peut ignorer le prix à payer. Le sentiment d'être prise dans un engrenage qui la dépasse la pousse à remettre en question ses propres choix. La relation de Sophie avec le fils de Jean-Marc, qui semblait auparavant n'être qu'un enfant, devient de plus en plus étrange. Le garçon commence à faire des remarques inquiétantes, des choses qu'il ne devrait pas savoir sur Sophie et son passé. Il évoque des détails qu'elle n'a jamais confiés à personne, ce qui la pousse à se demander s'il possède des pouvoirs surnaturels ou s'il l'observe simplement de trop près. Stupéfaite, Sophie décide de le confronter, mais le garçon se contente de sourire, un sourire qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Il parle de son destin et de la façon dont elle a été choisie pour être là, mais ses paroles n'ont aucun sens. Le sentiment d'être manipulée s'intensifie. Entre-temps, la pression de Jean-Marc ne fait que s'accroître. Il commence à formuler des exigences personnelles en plus de ses demandes professionnelles. Sophie est convoquée à des réunions secrètes à des heures indues, dans des lieux qu'elle n'aurait jamais imaginés. Il commence à lui confier des décisions importantes et parallèlement, il exerce une pression émotionnelle croissante sur elle. Il prétend qu'elle doit se sacrifier pour une cause plus grande, quelque chose qui, selon lui, marquera un tournant décisif pour le monde. Mais ce qu'il lui demande la met de plus en plus mal à l'aise, et Sophie a l'impression de perdre le contrôle de sa vie. La tension atteint son paroxysme lorsque Sophie reçoit une lettre anonyme. Celle-ci contient un avertissement clair. Faites attention à ce que vous faites. Vous n'êtes peut-être qu'un pion dans un jeu qui vous dépasse. Le milliardaire, qui a toujours semblé être un allié, apparaît désormais comme une énigme à percer. Cette lettre est le premier signe que Sophie n'est pas seulement impliquée dans un projet professionnel, mais aussi au cœur d'un jeu de pouvoir, aux conséquences potentiellement irréversibles. Sophie commence à comprendre que le jeu dans lequel elle est prise au piège dépasse largement le cadre d'un simple projet professionnel. Chaque pas qu'elle fait l'enfonce davantage dans un écheveau de mystère et sa méfiance grandit. Des intrigues secondaires, auparavant considérées comme secondaires, s'entremêlent désormais au conflit principal, créant une situation plus complexe et difficile à démêler. D'abord, elle commence à se rendre compte qu'elle n'est pas seule. D'autres membres de l'équipe de Jean-Marc, qu'elle considérait au départ comme de simples collègues, cachent eux aussi des secrets. L'assistante de Jean-Marc, Isabelle, semble avoir une relation plus étroite avec le milliardaire qu'elle ne l'avait imaginé. Isabelle se montre de plus en plus froide envers Sophie, et parfois même avec une hostilité à peine voilée. Sophie tente d'engager la conversation, mais Isabelle esquive systématiquement, comme si elle craignait de dire une bêtise. Il y a aussi Pierre, un ingénieur qui travaille sur le projet et avec qui Sophie se sent de plus en plus proche. C'est un homme mystérieux, à la voix douce et au calme imperturbable, mais il semble toujours cacher quelque chose. Au cours d'une conversation anodine, Pierre mentionne que le projet sur lequel il travaille n'est pas qu'une simple innovation technologique, mais une initiative aux intentions bien plus profondes, liées à des enjeux de contrôle mondial et de puissance économique. Il laisse également entendre que tous les membres de l'équipe ne sont pas conscients de la véritable portée de leurs activités. Sophie est bouleversée par ces mots, mais s'efforce de ne rien laisser paraître. Parallèlement, sa relation avec le fils de Jean-Marc devient encore plus étrange. Le garçon, désormais plus attentif à tout ce qui l'entoure, continue de faire des observations troublantes. Un soir, il lui tend un petit objet énigmatique, une clé en or. « Tu en auras bientôt besoin », dit-il, sans expliquer de quoi il s'agit. Sophie garde la clé hésitante.
Doit-elle l'ignorer ou recèle-t-elle un secret qu'elle doit percer? Le conflit intérieur de Sophie s'intensifie. Elle se sent de plus en plus tiraillée entre son désir de préserver sa stabilité financière et le besoin de comprendre ce qui se passe réellement. La pression psychologique commence à peser lourd. Elle ne peut plus faire entièrement confiance à personne et le sentiment d'être manipulée commence à altérer son jugement. L'absence de réponse et le sentiment croissant d'être piégée la rendent tendue. Et elle se sent de plus en plus distante des personnes avec lesquelles elle avait l'habitude d'avoir des liens. Parallèlement, elle commence à s'interroger sur sa propre moralité. Si Jean-Marc croit sincèrement créer quelque chose qui peut changer le monde, a-t-elle le droit de le saboter par simple instinct de survie? Sophie se met à réfléchir à ses propres ambitions et aux limites qu'elle est prête à franchir pour atteindre ses objectifs. La frontière entre partenaire commercial et complice d'une machination sinistre devient de plus en plus floue. Entre-temps, Sophie commence à découvrir des détails sur le passé de Jean-Marc. Apparemment, son ascension au pouvoir n'a pas été aussi lisse qu'il aime à le faire croire. Des rumeurs de manipulation, de fraude et même de délits financiers circulent. Mais tout cela est masqué par son image publique irréprochable. En approfondissant ses recherches, Sophie trouve un vieil article mentionnant une tragédie familiale liée au nom de Leclerc, une mort mystérieuse jamais élucidée. Elle commence à comprendre que Jean-Marc n'est peut-être pas celui qu'il prétend être et que sa soif de pouvoir pourrait être motivée par quelque chose de bien plus profond et troublant. Le projet de Jean-Marc, aussi grandiose qu'il puisse paraître, commence à se révéler bien plus dangereux que Sophie ne l'imaginait. Les conséquences de leur création pourraient être irréversibles. Elle ne sait plus à qui se fier, et cette tension intérieure commence à influencer ses décisions. Contribue-t-elle à bâtir quelque chose de révolutionnaire ou participe-t-elle à un projet qui mènera à la ruine de nombreux individus? Le tournant survient par une nuit froide et silencieuse, lorsque Sophie est convoquée en urgence au bureau de Jean-Marc. Épuisée, l'esprit tourmenté de questions et de soupçons, elle sent le poids de sa décision, continuer ou non dans ce jeu dangereux, peser de plus en plus lourd sur son cœur. Elle pressent qu'un événement majeur est sur le point de se produire, mais elle ignore si elle est prête à en affronter les conséquences. En arrivant au bureau de Jean-Marc, elle est surprise par une scène inattendue. La pièce est plus sombre que d'habitude, seule une faible lumière éclairant la table de réunion. Jean-Marc l'attend avec un sourire calculé, et à côté de lui se tient Pierre, qui semble tendu et mal à l'aise. « Sophie, » dit Jean-Marc d'un calme inquiétant, « le moment est venu. J'ai besoin que tu prennes une décision définitive. » Le magnate, qui semblait toujours tout maîtriser, apparaît désormais plus humain, plus vulnérable. Il révèle que le projet sur lequel Sophie travaillait est bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui paraissait être une simple innovation technologique est en réalité un complot visant à manipuler les marchés financiers mondiaux et à influencer les décisions politiques à travers le monde. Sophie n'en croit pas ses oreilles. L'idée qu'elle, une simple Parisienne, soit désormais mêlée à quelque chose d'aussi colossal et obscur, la laisse abasourdie. Jean-Marc, remarquant la réaction de Sophie, commence à lui expliquer en détail l'ampleur du projet. Il parle d'une nouvelle forme de monnaie numérique qui remplacera les systèmes bancaires traditionnels et aura le pouvoir de contrôler l'économie mondiale. « Voilà l'avenir, Sophie, dit-il, un avenir que tu as contribué à bâtir. Le monde sera transformé, et tu seras l'une de celles qui y auront contribué. » Pierre, qui était resté silencieux jusque-là, prend enfin la parole. « Ce que Jean-Marc ne vous a pas dit, c'est que cette monnaie aura non seulement un pouvoir économique, mais aussi celui d'influencer les esprits. Ce projet est une forme de manipulation mentale, un système parfait pour contrôler des masses entières. Et vous, Sophie, vous en serez la clé de voûte. » Sophie a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle. La décision qu'elle doit prendre maintenant ne concerne pas seulement sa carrière ou sa survie, mais aussi l'éthique de ses choix. Elle se demande si, en acceptant ce projet,
Elle ne se rend pas complice d'une manipulation mondiale. Ou bien Jean-Marc et Pierre exagèrent-ils? N'est-elle qu'un pion dans un jeu qui la dépasse, ou aura-t-elle le pouvoir d'empêcher le pire? Le tournant survient lorsque, suite aux révélations, Sophie se retrouve face à un choix impossible. Elle peut continuer à travailler avec Jean-Marc et Pierre, faisant partie d'un système qui promet de changer le monde, mais à un prix moral exorbitant. Ou elle peut tout abandonner, au risque de sa carrière et de sa sécurité financière, mais en préservant son intégrité et sa conscience. À cet instant, Jean-Marc, d'un regard pénétrant, révèle un dernier détail. Il y a quelque chose que tu ignores encore, Sophie. Le garçon, il est la clé de tout. Ce n'est pas seulement le fils d'un milliardaire, c'est le produit de manipulations génétiques, conçues pour être plus intelligent, plus persuasif, plus facile à contrôler. Tu n'as pas été choisi pour tes compétences professionnelles, mais parce que, depuis l'instant où tu l'as aidé, ta vie est inextricablement liée à la nôtre. Tu ne peux plus y échapper. Sophie, désormais complètement perdue, a le sentiment de ne plus maîtriser sa vie. Le garçon et sa clé d'or étaient le chaînon manquant, celui qui la reliait directement à ce monde sombre et manipulé. Elle commence à comprendre qu'il est impossible d'échapper à ce jeu, mais elle sait aussi que si elle persiste, son âme sera corrompue à jamais. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté, Sophie doit prendre une décision. Osera-t-elle assumer les conséquences de ses choix, ou tentera-t-elle de trouver une issue, même en sachant qu'elle est peut-être impossible? Le dilemme moral auquel elle est confrontée à cet instant bouleversera le destin de chacun. Le lendemain de sa rencontre avec Jean-Marc et Pierre, Sophie est en proie à un véritable chaos intérieur. Son esprit est en proie à un conflit intérieur, et les paroles de Jean-Marc résonnent encore dans sa tête. Elle se réveille tôt, encore incertaine de la justesse de sa décision, mais elle sait qu'à partir de cet instant, sa vie ne sera plus jamais la même. Elle se lève, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent le poids de son choix, un choix qui la confrontera à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'aurait imaginé. Sophie décide de poursuivre le projet, mais chaque pas lui semble désormais lourd de conséquences. Son corps et son esprit sont épuisés, mais elle se force à continuer, sans admettre à personne, pas même à elle-même, qu'elle commence à perdre le contrôle. Le travail devient de plus en plus intense. Le projet de Jean-Marc progresse rapidement, avec de nouveaux développements qui l'effraient, notamment l'idée de manipulation mentale par le biais de la monnaie numérique. La pression pour créer la plateforme qui soutient ce nouveau système est immense, et Sophie a l'impression d'être complètement absorbée par tout cela. Jean-Marc, qui semblait être un mentor avisé, se révèle désormais impitoyable. Il exige toujours plus de Sophie, sans tenir compte de ses limites. La frontière entre ce qu'elle peut contrôler et ce qu'il attend d'elle se rétrécit inexorablement. Sophie réalise que plus elle se consacre au projet, plus elle s'éloigne de tout ce qui était réel et humain dans sa vie. Ses amis disparaissent, ses relations familiales se détériorent et elle s'isole encore davantage, plongée dans un monde de codes et de chiffres qui n'a plus aucun sens pour elle. Pierre, avec qui elle semblait pouvoir nouer une relation, commence à dévoiler ses propres secrets. Lui aussi est pris au piège de ce système, mais pour des raisons encore plus obscures. Au cours d'une conversation, il admet avoir été manipulé par Jean-Marc pour développer le projet, mais que sa participation était un choix. « Je savais ce que je faisais, dit-il d'une voix voilée, mais en même temps, je savais que je n'avais pas le choix. On n'a jamais le choix quand tout va si vite. » Tandis que Sophie est en proie à des tourments intérieurs, le garçon, le fils de Jean-Marc, prend une place de plus en plus centrale dans le projet. Intelligent, plus que n'importe quel enfant de son âge, sa froideur commence à perturber Sophie. Il semble exercer une influence sur Jean-Marc, comme s'il était le véritable instigateur de tout ce qui se passe. À un moment donné, Sophie tente de lui parler, de découvrir ce qu'il sait vraiment et ce qu'il désire, mais le garçon se contente de la fixer avec un sourire énigmatique, comme s'il savait que tout cela lui échappe. « Tu as fait le bon choix,
dit-il, ces mots résonnant dans son esprit. Maintenant, fais ce qu'il faut. Le véritable dilemme surgit lorsque Sophie commence à constater les résultats de son travail. Les premières versions de la monnaie numérique sont déployées sur des marchés de moindre envergure, et l'engouement mondial est impressionnant. Mais cette même technologie, qui promet un nouveau départ pour le monde, révèle aussi ses aspects les plus sombres. Les individus sont manipulés d'une manière que Sophie n'aurait jamais pu prévoir. L'emprise du système sur les personnes est plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Les réseaux sociaux sont envahis par la monnaie, et les gouvernements commencent à se soumettre au pouvoir de Jean-Marc. L'impact de la plateforme est global et irréversible. Sophie, désormais consciente des conséquences de ses actes, tente d'alerter les autres, mais il est trop tard. Elle réalise qu'à force d'être obnubilée par sa carrière, elle a perdu de vue l'essentiel. Les gens autour d'elle, ceux qu'elle connaissait et aimait, sont affectés par ce système de manière subtile mais profonde. Elle commence à se demander si elle peut encore faire marche arrière, s'il est encore temps de sauver ce qui reste de son âme et de l'humanité. La pression monte sur Sophie, qui se retrouve confrontée à de sérieux dilemmes émotionnels et éthiques. Sa relation avec Pierre se détériore à mesure qu'il se persuade que leurs actions sont inévitables. Sophie, quant à elle, se sent plus distante que jamais, se demandant si elle peut se racheter ou si sa participation à ce projet l'a condamnée à n'être qu'un rouage d'un système qu'elle ne comprend pas pleinement. Dans un moment de désespoir, elle se tourne vers le garçon en quête de réponse, mais lui, de façon inattendue, lui révèle un dernier détail. Il est la clé de tout, mais aussi celle de sa propre perte. « Tu ne peux plus revenir en arrière, dit-il, quoi que tu fasses. L'avenir est déjà écrit. » Sophie, désormais pleinement consciente des conséquences de ses choix, commence à comprendre que la véritable bataille ne fait que commencer. Les semaines qui suivent sont un tourbillon d'émotions, de décisions difficiles et de tentatives vaines pour inverser la situation. Le projet de Jean-Marc continue de progresser à pas de géant, mais Sophie, qui se croyait jadis révolutionnaire, considère désormais sa participation comme une grave erreur. Son conflit intérieur s'intensifie. Elle ne parvient plus à dormir, la culpabilité la ronge et les fantômes de ce qu'elle a créé commencent à la hanter. Le système qu'elle a contribué à bâtir, la monnaie numérique qui semblait être la solution à tant de problèmes, est désormais une arme de manipulation mondiale. Les gens sont contrôlés, non par la force physique, mais par une influence psychologique profonde et invisible. La technologie n'est plus un simple outil, c'est un moyen de domination. Et Sophie se sent responsable. Pourtant, elle sait que, malgré l'écrasante culpabilité qui la ronge, elle ne peut se résoudre à abandonner. Elle a commencé et maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle doit aller jusqu'au bout, non pas en achevant le projet, mais en le combattant. La transformation de Sophie n'est pas seulement extérieure, par son ascension professionnelle, mais aussi intérieure, dans sa conception du pouvoir, du contrôle et de l'éthique. Elle commence à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des masses, mais dans la maîtrise de soi, de ses choix et de ses actes. Elle se met à étudier, à rechercher des informations sur la technologie et les systèmes qu'elle a contribué à créer. Elle passe des nuits entières à analyser le code et les schémas, cherchant à comprendre comment le système peut être mis hors service. Elle sait qu'elle est engagée dans une course contre la montre. Jean-Marc et son équipe ont toujours une longueur d'avance, mais elle a désormais un avantage. Elle connaît le système sur le bout des doigts. Sophie commence à se rapprocher de personnes qui, comme elle, s'interrogent sur les implications éthiques de leur création. Pierre, bien que toujours profondément impliqué dans le projet, commence à avoir des doutes. Il ressent lui aussi le poids des responsabilités, même s'il ne voit pas d'issue. Le fils de Jean-Marc, qui avait toujours été un symbole de pouvoir et de contrôle, commence à perdre de son éclat. Sophie réalise que, aussi intelligent et manipulateur soit-il, il n'est qu'un enfant, victime de la manipulation génétique même qu'il l'a créée. Il n'a pas le contrôle qu'il semblait avoir.
Il n'est qu'un pion dans le jeu de son père. En l'approchant à un moment de vulnérabilité, Sophie a une révélation. Le garçon, même s'il faisait partie du plan, est lui aussi victime du destin qui lui est imposé. L'empathie qu'elle ressent pour lui dès cet instant la pousse à repenser son propre parcours. Sophie, plus déterminée que jamais, commence à élaborer un plan pour saboter le système. La tâche est loin d'être simple. Elle ne peut se contenter de désactiver la crypto-monnaie ou de détruire les serveurs. Les conséquences seraient catastrophiques. Elle doit trouver un moyen de révéler la vérité au grand jour, de démontrer que ce que Jean-Marc et son équipe sont en train de créer n'est pas qu'une simple technologie, mais un outil de contrôle des masses. Avec le soutien de Pierre, qui décide enfin de prendre ses distances avec Jean-Marc, Sophie commence à rassembler des alliés au sein et en dehors de l'entreprise. Elle élabore un plan pour pirater les serveurs centraux et diffuser les documents secrets prouvant la manipulation en cours. Elle sait que cela pourrait signifier la fin de sa carrière, voire sa liberté, mais l'alternative, vivre avec la culpabilité d'avoir contribué à bâtir ce système, est insupportable. L'évolution de Sophie ne se limite cependant pas à ses actions. Elle évolue aussi sur le plan émotionnel. Les doutes qui la paralysaient autrefois la propulsent désormais vers l'avant. Elle puise sa force dans ses faiblesses et son courage dans la peur. Ce qu'elle s'apprête à faire n'est pas simplement l'arrêt d'un projet, il s'agit de sauver son âme, de retrouver son humanité. La nuit où elle s'apprête à mettre son plan à exécution, Sophie contemple une dernière fois son reflet dans la vitre. Elle n'est plus la même femme qu'à son entrée dans ce monde de luxe et de pouvoir. Elle s'est transformée. Le poids de ses choix l'a façonnée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais l'a aussi fortifiée d'une façon insoupçonnée. Elle sait qu'il est impossible de revenir en arrière, mais pour la première fois, elle a le sentiment de maîtriser sa vie. Elle ne sera plus un rouage d'un système qui lui échappe. Elle sera le changement dont le monde a besoin. La tension à Paris atteint son paroxysme. Sophie, désormais pleinement engagée dans sa mission, ressent le poids de chaque pas. Le plan qu'elle a élaboré avec Pierre touche à sa fin et le moment d'agir approche à grands pas. Ils savent qu'en cas d'échec, les conséquences seront catastrophiques, non seulement pour eux, mais aussi pour des millions de personnes à travers le monde. Le système de contrôle créé par Jean-Marc est sur le point de se déployer à l'échelle mondiale. Et Sophie sait que si elle ne démantèle pas le projet immédiatement, il sera impossible de l'arrêter. La préparation du dénouement ne se limite pas à des questions logistiques et techniques. Sophie, plus consciente que jamais du pouvoir qu'elle exerce sur sa propre vie, réfléchit à ses choix. Elle sait qu'il est impossible de revenir en arrière, mais elle comprend aussi qu'en révélant la vérité, elle devra en payer le prix. Ses relations personnelles sont irrémédiablement brisées. Son amitié avec Pierre, bien que restaurée, ne sera plus jamais la même. Ils sont sur le point de franchir un point de non-retour, et aucun des deux ne sait ce qui les attend. Les jours précédant l'exécution du plan sont les plus difficiles pour Sophie. Le sentiment d'être observée, de ne pouvoir faire confiance à personne, la hante à chaque instant. L'atmosphère au sein de l'entreprise est plus tendue que jamais. Jean-Marc semble plus vigilant, comme s'il pressentait quelque chose, sans pouvoir dire quoi. La pression sur Sophie est immense. Elle ressent le poids de ses choix, mais aussi l'urgence d'agir au mieux, d'arrêter ce qui est devenu une machine impitoyable de contrôle mondial. Un soir, Sophie retrouve Pierre dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets. Il peaufine les derniers détails du plan. Tout doit se dérouler rapidement. Sophie infiltrera les serveurs principaux pendant une réunion de routine entre Jean-Marc et des investisseurs internationaux. Cette diversion lui permettra d'accéder aux données le temps nécessaire, tandis que Pierre, à distance, désactivera les systèmes de sécurité. Tandis qu'ils discutent des derniers détails, Sophie prend conscience de la véritable portée de son acte. Il ne s'agit pas seulement de démanteler le projet de Jean-Marc, mais de s'attaquer à un système de contrôle sur le point de dominer le monde. Les personnes manipulées par sa création n'auront aucune idée de ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de la responsabilité sur la vie de millions de personnes pèse lourd sur ses épaules, mais elle sent que c'est sa seule chance de rétablir l'équilibre.
À cet instant, Pierre la regarde droit dans les yeux avec une rare intensité. « Es-tu prête, Sophie? Il n'y a plus de retour en arrière possible. » Il prononce ces mots avec regret, mais aussi avec respect. Il sait qu'elle a pris la bonne décision. Ils savent tous deux ce qui est en jeu. Sophie prend une profonde inspiration, sentant la tension monter en elle. « Je ne sais pas si je suis prête, mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. » Elle contemple les rues de Paris qui s'étendent devant elle, illuminées par les décorations de Noël qui lui semblent désormais si lointaines. L'éclat de Noël, qui symbolisait jadis l'espoir et la promesse d'un nouveau départ, paraît maintenant ironique. Ce qu'elle s'apprête à faire n'apportera pas un simple nouveau départ. Ce sera une révolution, mais une question la hante encore. Qu'adviendra-t-il du garçon? Elle n'a jamais vraiment compris son rôle. Il est non seulement la clé du projet, mais il semble aussi être la clé pour comprendre Jean-Marc et le véritable dessein de tout ce plan. Quand Sophie regarde le garçon, qui semble désormais être au centre du pouvoir de son père, elle se demande s'il est lui aussi une victime dans ce jeu. Est-il conscient de ce qui se passe? Ou n'est-il lui aussi qu'un pion manipulé par le destin? À cet instant, Sophie prend une décision définitive. Elle ne peut plus laisser ce garçon devenir une victime de plus d'un complot sans fin. Elle a besoin de comprendre la vérité à son sujet, de découvrir son véritable rôle. Elle sait qu'en prenant cette décision, elle met en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de Pierre et de tous ceux qui l'entourent. L'affrontement final est imminent, et Sophie sait que, quel qu'en soit le dénouement, plus rien ne sera comme avant. La nuit tombe. Paris, d'ordinaire illuminée et vibrante, semble plongé dans un silence pesant, tandis que Sophie ressent le poids de ce qui va se produire. Le plan d'infiltration des serveurs principaux est en marche. Tout est prêt et le temps presse. Le cœur battant la chamade, Sophie se dirige vers le centre des opérations, où la phase finale du projet de Jean-Marc est sur le point d'être révélée au monde entier. Chaque pas lui paraît une traversée de champs de mines. Une seule erreur pourrait anéantir tout ce qu'elle a construit. Elle arrive au bâtiment abritant les serveurs centraux, une véritable forteresse de sécurité. La tension est palpable, mais elle garde son sang-froid. Sa mission est claire, accéder au système et divulguer les informations secrètes qui révèlent le véritable objectif de la crypto-monnaie et le contrôle mondial orchestré par Jean-Marc et son équipe. Elle prend une profonde inspiration et, d'un calme tendu, s'infiltre dans les couloirs déserts. Les quelques gardes de sécurité qui l'entourent ne font pas le poids face à sa détermination. Elle sait ce qui est en jeu. Pendant ce temps, Pierre, depuis une base isolée, surveille les opérations, prêt à désactiver les systèmes de sécurité. La communication entre eux est rapide et efficace, mais la tension est palpable. Chaque seconde compte, et ils savent qu'ils n'auront plus beaucoup de temps avant que Jean-Marc et ses alliés ne comprennent ce qui se passe. Sophie pénètre dans la salle des serveurs et commence habilement à pirater les systèmes de sécurité. L'atmosphère pesante de la pièce, éclairée seulement par les écrans d'ordinateur, semble l'accabler. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'elle saisit les séquences de code, mais son esprit reste concentré. Elle sait qu'elle est sur le point de changer le destin de millions de personnes, mais elle sait aussi que sa propre vie sera bouleversée à jamais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourtant, au fil du temps, elle commence à sentir une présence derrière elle. Lorsqu'elle se retourne, c'est Jean-Marc qui apparaît soudainement dans l'embrasure de la porte. Il l'observe d'un air froid, mais en même temps, comme s'il savait que ce moment arriverait. « Tu ne pensais pas que ce serait aussi facile, n'est-ce pas ?» dit-il d'un calme inquiétant. « J'ai toujours su que tu irais aussi loin, Sophie. » Le cœur battant la chamade, Sophie fait face à Jean-Marc sans hésiter. « Je ne suis plus la même. J'ai vu ce que tu manigances et je ne laisserai pas faire. » Elle n'a plus peur de lui. Le conflit intérieur qui la tourmentait depuis si longtemps s'est dissipé. Désormais, elle est pleinement en phase avec ce qui doit être fait et rien ne l'arrêtera. Jean-Marc s'avance, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu crois avoir le contrôle, mais c'est tout le contraire. Tu n'es qu'un pion dans mon jeu, Sophie. Tu l'as toujours été. » Sophie tente de garder son calme, mais ses paroles la font hésiter un instant. Le savait-il? Savait-il qu'elle tenterait de saboter le projet?
Je ne suis pas un pion dans votre jeu, j'en suis la fin. Elle termine la dernière séquence de code et avant qu'il ne puisse réagir, les systèmes commencent à dysfonctionner. Les écrans vacillent et Sophie ressent une vague de soulagement mêlée d'adrénaline. L'information commence à être transmise au monde entier. À ce moment-là, Pierre, la voix rauque de tension, confirme « C'est fait. La vérité est en train d'éclater ». Le son des sirènes commence à résonner dans le bâtiment et Sophie sent que l'inévitable est sur le point de se produire. Jean-Marc, visiblement irrité, s'avance vers elle, mais Sophie n'hésite pas. Elle se prépare à affronter les conséquences. Le système est sur le point de s'effondrer et ce qui l'a déclenché sera révélé. Jean-Marc tente un dernier geste, mais avant qu'il ne puisse agir, une silhouette familière apparaît sur le seuil. Le garçon. Le garçon entre dans la pièce avec un léger sourire, mais pas un sourire d'enfant. Il regarde Sophie puis Jean-Marc comme s'il avait tout compris depuis le début. « Tu croyais que je ne savais rien, hein ?» dit-il doucement. « Tu n'as jamais compris que ce jeu n'était pas seulement le tien, il est à moi, et il l'a toujours été. » Ces mots bouleversent profondément Sophie. Le garçon, qu'elle avait toujours considéré comme un simple pion dans cette histoire, révèle à présent sa véritable nature. Il possède un pouvoir insoupçonné et détient la clé de tout ce qui s'est passé. Son regard, empreint de compréhension et de détachement, semble indiquer qu'il connaît le destin de chacun. « Tu as fait le bon choix, Sophie, » dit le garçon, « mais sache que le chemin de la vérité ne mène pas toujours à la rédemption. » Le temps semble s'arrêter un instant. Face à l'inattendu, Sophie comprend que le combat n'est pas seulement contre Jean-Marc, mais contre quelque chose de bien plus grand. Le garçon, avec son intelligence et son regard froid, est la véritable force motrice de tout le système. Il l'observe comme s'il savait qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Mais au même moment, Sophie entrevoit une dernière lueur d'espoir. Elle a fait le bon choix. Elle a révélé la vérité. Le monde extérieur, apprenant à présent la vérité sur le système de contrôle, commence à changer. Mais le sort de Jean-Marc, du garçon et de Sophie reste incertain. Le monde de Sophie a basculé. Le scandale provoqué par la révélation de la vérité sur le système de contrôle de Jean-Marc et la monnaie numérique a été dévastateur. En un instant, le projet censé sauver l'économie mondiale s'est effondré, démasqué comme une manipulation perverse. L'impact a été immédiat et planétaire. La confiance dans les nouvelles technologies, les systèmes financiers et les institutions, jadis inébranlables, s'est écroulée comme un château de cartes. Jean-Marc fut arrêté, mais son emprisonnement ne marquait que le début d'une nouvelle ère. Il était désormais accusé de manipulation financière internationale, de crimes contre l'humanité et d'abus de pouvoir. La vérité sur ses intentions et le contrôle qu'il tentait d'exercer sur les masses fut enfin révélée. Cependant, contrairement à ce qu'imaginait Sophie, la réaction internationale fut loin d'être simple. Certains crurent un instant que la destruction du système signifiait une libération totale. Mais d'autres, plus cyniques et pragmatiques, voyaient dans la révélation de la vérité un simple transfert de pouvoir, un changement d'oppresseur. La plus grande surprise vint du garçon. Il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Après sa brève apparition, lors de la confrontation avec Sophie et Jean-Marc, il s'évapora sans laisser de traces. Certains crurent qu'il avait fugué pour toujours, tandis que d'autres suggéraient qu'il pouvait être plus qu'un simple enfant, peut-être une sorte de véritable homme de l'ombre, un agent ayant orchestré toute la manipulation depuis le début. Sophie, cependant, ne connut jamais la vérité. Elle le chercha, tenta de comprendre ce qu'il représentait réellement, mais il ne réapparut jamais. Pierre, qui avait soutenu Sophie tout au long de cette épreuve, fut l'un des rares à échapper aux conséquences de l'effondrement. Il prit ses distances avec les cercles du pouvoir et, comme Sophie, resta à l'écart du chaos qui suivit. Ensemble, ils tentèrent de reconstruire leur vie, mais la vérité les avait marqués à jamais. Sophie savait qu'elle ne serait plus jamais la même.
Son âme portait le poids de ce qu'elle avait contribué à créer et de ce qu'elle avait courageusement détruit. Elle savait que ses actes avaient été nécessaires, mais le prix de sa propre transformation était trop élevé. Elle commença à travailler sur des projets pour aider les victimes de la manipulation du système. Mais sa vie personnelle ne fut plus jamais la même. L'éloignement de sa famille et de ses amis était toujours palpable. Elle portait encore le poids de la culpabilité, du doute et des regrets liés à ses choix. Cependant, une force nouvelle l'habitait. Sophie savait qu'en détruisant un empire de contrôle et de pouvoir, elle avait libéré non seulement les autres, mais aussi elle-même. Le monde, en pleine reconstruction, commençait à renaître, mais le chemin restait incertain. Le système qui avait tenté de substituer le contrôle au libre arbitre n'existait plus, mais ses conséquences continuaient de se faire sentir. Que ferait l'humanité de cette liberté retrouvée? Seul l'avenir le dirait. Sophie envisageait l'avenir avec un mélange d'espoir et de prudence. Elle savait qu'en révélant la vérité, elle avait agi correctement. Mais elle savait aussi que l'avenir serait, comme toujours, une lutte constante. Le monde changeait, et elle aussi. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'échec du projet de Jean-Marc. Sophie, malgré les cicatrices de son parcours, a trouvé une nouvelle sérénité dans sa mission de reconstruire et de restaurer ce qui a été perdu. Elle travaille désormais avec des organisations qui défendent l'éthique dans le domaine des technologies et les libertés individuelles. Sa relation avec Pierre s'est également apaisée, mais tous deux savent que cette épreuve les a marqués à jamais. Pendant que Paris se remet, Sophie se souvient encore du garçon. Il avait peut-être joué un rôle important, mais elle savait que la partie était loin d'être terminée. L'avenir restait incertain. Le parcours de Sophie nous apprend que la vérité a parfois un prix très élevé, mais aussi que lorsque nous affrontons nos propres erreurs, nous pouvons trouver la force de changer le monde qui nous entoure. Que feriez-vous à sa place? Oseriez-vous prendre cette décision difficile, sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, qui remettent en question notre vision du bien et du possible. Ensemble, nous pouvons façonner l'avenir.